Parfait, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame Pomerleau. Alors, Jean-Noël Grenier, vous qui travaillez depuis longtemps comme chercheur sur ces enjeux de rémunération, je vous invite à poursuivre. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. On m'a demandé de venir discuter avec vous un petit peu d'un portrait global dans lequel pourraient s'inscrire les politiques du gouvernement du Québec et son comportement en négociation collective envers vous. Je vais tenter d'aller chercher mon PowerPoint. Oui. Alors, voici. Donc, ce que je me suis donné comme tâche en 10 minutes, vous pouvez penser que c'est très difficile pour moi, là, 10 minutes, là. C'est de centrer sur l'essentiel, car M. Germain a très bien fait placer les propos historiques et les économistes ont très bien discuté avec vous, vous ont très bien présenté la situation actuelle de vos salaires. Pour moi, lorsqu'on regarde un peu depuis le déficit zéro, mais surtout depuis 2003, qu'est-ce qui se passe au Québec dans les services publics? On croirait que le gouvernement est un peu brouillon. Hein? Il arrive au pouvoir, un petit peu là, macho, là, donc le petit qui arrive, là, je vais tout défoncer ça, ça ne peut plus changer, nous sommes prêts, etc. Il vous confronte, un ensemble de lois spéciales. Et ensuite, il semble se calmer. Mais pour ceux d'entre nous qui faisons de la recherche sur la restructuration des services publics, ce que l'on voit, c'est beaucoup moins, si on peut dire, public, dans le public des restructurations de l'État et des services, mais elles se déroulent. Vous les subissez à l'abri du regard public. Et pour nous, c'est très simple. Lorsqu'on veut en faire l'analyse, il faut recadrer cela un peu dans un ensemble plus large, doctrinaire, qui influence beaucoup les gouvernements, surtout depuis le déficit zéro au Québec. Et pour nous, c'est très simple. C'est ce qu'on est en train de voir se mettre en place au Québec, lorsqu'on compare avec ailleurs dans le monde, c'est une forme de l'État néolibéral qui repose sur une idée très simple, c'est le retrait de l'État des services directs à la population. C'est très dangereux car, premièrement, ça l'amène à l'atomisation du citoyen envers les services publics. Une approche plus clientéliste, plus individualiste et une approche également qui dénigre les services publics. Lorsque l'on considère ce que M. Germain nous a expliqué tantôt, l'État et les services publics, la fonction publique, la santé et l'éducation sont au cœur de notre devenir ensemble au Québec. Et lorsqu'on a des gouvernements qui s'œuvrent à les effriter, alors c'est très dangereux pour la cohésion sociale éventuellement. Et c'est ce qu'on peut voir se mettre en place un petit peu au Québec. D'abord, il y a également une notion très importante et qu'on passe. Vous savez, on a un État, présentement un gouvernement qui nous dit qu'il y a des déficits. On est en problème. On est en problème important. Le Québec accumule des déficits. Ils sortent leur fascicule avec leur groupe d'économistes néolibéraux. Pour qui c'est très simple, là, ça se résume à ça, l'économie. Hein? C'est une croix, c'est très simple. Là. Et ce que l'on voit par contre à côté, c'est un État qui refuse d'aller prélever d'autres sources de revenus autres que dans la poche des contribuables. Et c'est une stratégie pour moi qui est politique. C'est de jouer le contribuable contre la personne qui offre la prestation des services publics. Souvenez-vous, Mme Gagnon-Tremblay, M. Bachand, ce qu'ils ont dit, hein? Nous ne hausserons pas les tarifs, les taxes et les impôts pour donner plus d'avantages sociaux de rémunération aux travailleurs, travailleuses des secteurs publics. Mais ce qu'il faudrait peut-être leur répondre, c'est que vous êtes 500 000 personnes là, à qui on va prélever plus de taxes et d'impôts et de tarifs. Vous n'êtes pas à part des autres. Mais on est en train de faire une œuvre politique. Et ce qu'il faudrait leur répondre également, c'est pourquoi ils se refusent d'aller chercher des hausses de revenus du côté des entreprises. Pourquoi ils refusent cela? Pour moi, la réponse, elle est très simple. Pour moi, la réponse, elle est très, très simple. C'est que l'un des objectifs des gouvernements libéraux dans leur doctrine est justement d'étouffer, d'égorger les services publics pour plus qu'on puisse revenir en arrière. Et votre négociation collective, pour moi, présentement, elle est déterminante dans cela. Si vous ne réussissez pas à ralentir ce mouvement, il va être de plus en plus difficile de revenir en arrière. Donc, vous ne négociez pas seulement pour vos conditions salariales et vos conditions de travail. Le fardeau que vous portez, il est lourd. Vous négociez pour l'avenir des services publics au Québec. Ça va être difficile de revenir en arrière. L'exemple le plus classique, dernière élection. Le gouvernement reçoit 900 millions de dollars additionnels pour l'éducation au Québec du fédéral. Qu'a-t-il fait? Il a accordé des baisses d'impôts aux particuliers qui est l'équivalent d'une tasse de café par jour, ce qui ne change rien à nos vies, mais qui prive le gouvernement du Québec de 600 millions de dollars.
Et ensuite, ils nous disent qu'ils n'ont pas assez de ressources pour réinvestir dans les services publics. Mais je crois qu'il y en avait une partie qui était là, qu'on aurait pu utiliser. À côté de cela, qu'est-ce que cela provoque pour vos conditions de travail, plus précisément? Alors, ça justifie des politiques d'austérité envers vos conditions de travail. On ne peut pas améliorer vos conditions de travail, sinon ça risque de provoquer une détérioration des services publics, parce que c'est un jeu à somme nulle dans lequel on veut vous entrer. Là, c'est un argument que je vous présente qui est utilisé. C'est pas mon avis. Là. Mon avis à moi, c'est très simple. Les services publics sont livrés par des êtres humains. La qualité des services publics dépend de la qualité des personnes qui offrent ces services. Ces personnes-là, alors, il faut peut-être le rappeler à la population québécoise, ces personnes-là, alors, si elles sont en surcharge de travail, si elles souffrent sous des menaces de précarité du travail, si elles voient un recul constant dans leurs conditions de travail réelles, comment font-elles pour offrir de bons services publics? Hein? Ce que l'on voit, je vais vite là parce qu'il ne faut pas que je dépasse mon 10 minutes. Là. Ce que l'on voit beaucoup en réalité, c'est un glissement à l'intérieur de cela qui est un passage, et ça on le voit un petit peu partout dans le monde, de la notion qu'on avait dans les années 70 et 80 d'un État qui est un employeur modèle. Et ce qu'il faut rappeler ici, c'est que l'employeur modèle que l'on voit dans la littérature scientifique, ce n'est pas une construction généreuse, bénévolente là, de l'État qui a voulu vous donner des choses. Là. C'est à force de bataille syndicale que vous l'avez obtenu. C'est à force de bataille et d'opposition gouvernementale et de mobilisation. Alors, en quoi ça consiste? Une bonne sécurité d'emploi, des salaires qui sont au-devant de ceux du secteur privé pour une raison très simple, c'est qu'on croyait que les secteurs publics devaient attirer les meilleurs. Et pour attirer les meilleurs, il fallait leur donner une meilleure rémunération. Mais en échange de ça, il y a plusieurs choses là, qui viennent. Hein? Vous êtes des personnes qui vous donnez. Vous vous donnez pour bien servir les citoyens et citoyennes du Québec. Nous, dans le cadre de nos recherches, on a rencontré des agents d'aide socio-économique d'Emploi Québec, d'autres agents, des enseignants-enseignantes, des délégués syndicaux, des personnes dans le milieu de la santé. Ce qui frappe beaucoup, là, c'est jusqu'à quel point vous trouvez des façons de pallier aux carences des services publics. C'est à quel point vous êtes les personnes qui, en réalité, pallient au manque de ressources. Ce qui est frappant beaucoup.